Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et avec Gérard Collard, fidèle au poste comme tous les vendredis. Bonjour madame. Alors, le coronavirus, vous souffrez. Il faut dire que tous les commerces souffrent, les librairies aussi. Oui, comme tout le monde. C'est les gens hésitent à sortir. Et bon, alors sur Paris encore, on a encore de la chance parce qu'il n'y a pas eu de cas déclarés. Ce qui me fait un peu peur, c'est quand il va y avoir... Et ça va arriver un jour ou l'autre. Hier, une femme sur la ligne 6, je crois, de la RATP. Oui. Mais oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de psychose, c'est ce qu'on disait, avec beaucoup moins de gens dans les rues. Mais alors, il faudrait m'expliquer la cohérence de certaines décisions. Voyez-vous, là, je suis un peu troublé. Il faut dire que le Salon du Livre de Paris va être annulé. Est annulé. Mais alors, c'est tant mieux pour eux. C'est pas... Mais pourquoi on laisse le Quai du Polar et d'autres salons à Nantes j'arrive pas à comprendre. Parce que dans l'absolu, le Quai du Polar est plus confiné que le Salon de Paris. Alors moi, je leur souhaite de tout mon cœur que il annule pas, surtout pour les auteurs, pour tout le boulot que ça représente. Mais ça manque de cohérence quand on demande de nous, en tant qu'individus, d'être cohérents. Je suis assez troublé là-dessus. Oui, pourquoi certains salons sont annulés, personne n'a osé personne n'a répondu à cette question. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse, effectivement. Et donc, conséquence, le Salon du Livre de Paris est annulé. Les gens vont moins dans les librairies, mais c'est un peu général à tous les commerces. C'est tous les commerces. Et puis, pour les livres, il y a encore, vous pouvez acheter en ligne chez les libraires toujours, je rappelle, faire de la pub pour la Griffe Noire, mais il y a d'autres libraires qui sont regroupés également en collectif pour vendre. Il faut dire aux gens, s'ils se lavent bien les mains, s'ils ne s'embrassent pas sur la bouche et qu'ils ne se parlent pas à 50 cm, ils peuvent l'attraper, mais c'est quand même relativement restreint, donc c'est pas pire que la grippe. Bon, alors si, parce qu'il n'y a pas de vaccin, des choses comme ça, mais il y a des personnes il y a des à risque, mais bon. Alors, il y a un truc aussi qu'il faudrait... Il faudrait remettre à niveau, parce que c'est comme une fake news littéraire, voyez. Oui, alors on nous a dit que les gens, comme quand il y avait eu le Bataclan, Paris est une fête, des Moulouets s'étaient vendus. Là, tout le monde s'arrache la peste de Camus. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, la peste, c'est une sorte de symbole de comparaison. En fait, la peste, pour lui, c'était le nazisme et le fascisme dans les démocraties. Donc, il a écrit ça en essayant... Voilà, c'était une parabole. Oui, c'est ça. Donc, et alors, les gens se précipitent là-dessus en le lisant carrément comme quelque chose qui parle de la peste et d'épidémie. C'est absolument pas ça du tout. Il y a quand même... il faut lire Camus. C'est un super bon livre. Oui, mais il y a quand même le principe de la quarantaine. Oui, mais enfin bon, je veux dire... C'est exactement la même chose pour le soldat sur le toit, le hussard sur le toit de Giono, où on parle c'est en folio, où il parle du choléra et tout ça. En fait, c'était aussi une parabole parce qu'on l'avait accusé pendant l'occupation d'avoir collaboré avec Pétain, et lui, il refait une parabole là-dessus. Donc, c'est très bien parce qu'il faut lire Giono, il faut lire. Ça fait vendre des livres, mais c'est vrai que la peste, c'est. Mais lisez-le, avec un regard. Albert Camus, La peste, donc, ça existe en folio. Alors qu'est-ce qu'on lit cette semaine si on est confiné chez soi ? Oui, on va peut-être se détendre. Puis vous pouvez, attendez, même si vous ne voulez pas aller chez les libraires, ils ont tous beaucoup de sites de vente par correspondance. Commandez-leur par site de par correspondance. Vous serez comme ça, vous ferez un sas de décontamination chez vous quand vous recevrez le livre. Mais bon, alors ça... Les enfants. Je me demande, en ce moment, il y a des éditions comme ça. Vous savez, ça s'appelle Coupable. On en a parlé la semaine dernière de Laurent Louison chez Slatkin. Et moi, je me demande si, vous savez, à une époque, les grandes découvertes, il y a eu Sodatine. Après, il y a eu Lafon avec La Bête Noire. Et là, je me demande si les éditions Slatkin, ils sont pas en train de prendre le relais parce qu'ils nous éditent des choses absolument. C'est des Français en plus. Je trouve ça assez fascinant. Alors, on avait fait très vite un Coupable. Et je trouve que là, c'est vraiment une des révélations de cette année. Alors, c'est deux histoires. Alors, vous avez un seul roman, et alors c'est incroyable parce qu'il y a 3 suspens là-dedans. Vous avez un petit gamin... Ça commence à Garges-les-Gonesse. Avec un gamin qui est un peu paumé. Il est paumé, donc il veut rentrer dans une bande parce qu'il est seul. En fait, la bande, c'est l'équivalent de la famille. Mais pour ça, il doit faire des choses pas très, très sympas. En particulier, il va s'attaquer à un légionnaire. Enfin, il lui fait des choses... Il est arrêté, il est en prison. Ça, c'est le premier, ce qu'on peut appeler le premier roman dans le roman. Et puis de l'autre côté, il y a un voleur assez sympa, assez beau mec qui plaît aux gens, et lui c'est ce qu'on appelait un monte en l'air. Il fait tous les belles maisons, le fric et tout, et un jour il rentre dans la maison d'un chirurgien, ça se passe très mal, il tue accidentellement le chirurgien parce que c'est en se battant. Ça se passe pas, comme c'était prévu. Et le machiavélisme, c'est la femme de ce chirurgien qui décide de se venger. Mais alors attendez, elle va se venger, même à se vendre sexuellement à un juge. Elle est prête à tout. Sa fille, pareil, c'est-à-dire que... Et là, elle est prête à tout pour qu'il soit condamné à mort. Et quelle est la relation entre... Parce qu'en plus du suspense, ça vous titille comment...
le gamin et comment ce type à 10 000 km dans une autre société. Quelle est la relation de ça? Et puis, il y a il veut être condamné à mort. Est-ce qu'il va être condamné, pas condamné à mort? Et alors la chute. Et puis le lien entre alors les la deux, chute, je m'en suis voulu parce que je me suis dit mais c'est pas possible, j'y ai pas pensé. C'est absolument machiavélique. Ça vous tombe les dernières pages dessus. Allez-y, c'est un truc. Mais je suis tombé sous le charme de ce type. Alors ça s'appelle Coupable. L'auteur s'appelle Laurent Loison et c'est chez Slatkin. Machiavélique, hein, franchement. Vous avez lu le dernier Kate Moss, non pas la top modèle. Ça s'écrit Moss M-O-2-S-E. Si vous aimez les romans historiques, c'est vraiment la reine du roman historique. Ça s'appelle La Cité de Feu. C'est dans la veine des piliers de la terre. Ça raconte la lutte très haute en couleur entre les huguenots et les catholiques. Ça se termine avec la nuit de la Saint-Barthélemy. Ça se passe entre Carcassonne et Toulouse. Et il y a tous les ingrédients qui font que vous allez être pris par cette histoire. Je serais tenté de dire que vous allez retrouver le Ken Follett vraiment de la grande période de Ken Follett, pas celui qui délaye, qui est un peu opportuniste, mais vraiment là, elle, vous y retrouvez. Si vous aimez Les Piliers de la Terre, franchement, il faut lire ça. Précipitez-vous. Ça se passe sur 300 ans. C'est le premier, donc vous dites qu'il va y avoir 2 autres tomes derrière. Pour ceux qui aiment effectivement les romans historiques, c'est comme on dit sur certaines radios pour parler de John, vous allez kiffer un max, quoi. Voilà. Mais non, c'est vraiment. Elle a tout. Voilà, c'est. Puis en plus, c'est vraiment là aussi de l'intérieur, la vie quotidienne. Ouais, elle a bien recherché. C'est très documenté. C'est très documenté. Elle vous fait passer, franchement, Kate Moss, pour moi, ça a été une des grandes. J'avoue que j'avais lu le premier, un des premiers il y a très longtemps, qui avait été aussi un énorme succès, mais elle s'était un peu. Et là, c'est vraiment. On se dit qu'il va y avoir 3 tomes. J'espère qu'elle va faire comme les premiers tomes de Ken Follett, c'est-à-dire garder cette espèce de punch et puis de documentation bien foutue, quoi. Ouais, non, c'est vachement bien. Donc ça s'appelle La Cité de Feu. Elle s'appelle Kate Moss. C'est son seul handicap parce que je pense que ça. Oui, ça il faut le dire aux gens parce qu'ils vont. Ça n'a rien à voir. Puis ça s'écrit M-O-2-S-E. C'est chez Sonatine. Allez-y. C'est vraiment, si vous aimez les romans historiques, c'est un incontournable. Il y a des livres vitamines. Je donne un livre vitamine. Vous êtes super sympa. Gardez. Les recettes de la vie de Jackie Durand. On en avait parlé ici. C'est absolument fabuleux. Moi, je suis tombé sous le charme de ce bouquin. C'est l'histoire d'un petit garçon, d'un jeune homme, même d'un adulte. Son père va mourir et sur son lit d'hôpital. Alors, le père est cuisinier et lui va prendre la suite du père. Alors, c'est une espèce d'histoire très pudique de transmission. C'est-à-dire, il va lui redonner ses recettes et puis son père va se raconter. C'est une histoire il y a tout, l'histoire de sa mère qui n'est pas sa mère, c'est tout en pudeur. Pourquoi ils se sont séparés? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'histoire. Alors c'est savoureux parce que vous avez plein de recettes. C'est vraiment. Il y a de la générosité, il y a de la pudeur, il y a de l'amitié, il y a de la tendresse, puis il y a ce dialogue. Il y a de la gourmandise, dans le. Et puis il y a ce dialogue entre le père et les filles, souvent qui est très en pudeur. Vous savez, les hommes entre eux, c'est pas si évident que ça. C'est magnifique. C'est aussi joyeux que la couverture qui est très réussie. Je trouve très réussie. Mais franchement, c'est vraiment pour moi, on va se battre. On s'était battu déjà dès le début pour faire vendre ce bouquin parce que j'avais été charmé. Puis moi, je trouve que dans cette période de glauque où les gens n'ont pas le moral et tout, où on peut plus se parler parce que les gens s'agressent, ils se traitent de tous les noms. Là, c'est la preuve qu'on peut se parler, qu'on peut s'écouter, qu'on peut être très généreux l'un envers l'autre, sans être neuneux et voilà. Allez-y, c'est vraiment pour les dîners. Ça vaut tous les bouquets de roses et tout. Pardon ? Pour offrir, c'est ça? Oui, bien sûr, le petit cadeau en plus, et moi je trouve que c'est une belle chose. Allez-y, de quoi on parle? Je vous donne une petite BD. Ah, génial. Regardez. Virus. Alors ça, c'est génial. C'est l'histoire d'une société. Il y a. C'est vous qui dites qu'il faut arrêter d'être anxiogène. Ah, mais ça, c'est pas anxiogène, c'est marrant. Enfin, se faire peur. Ricard et Ricard, et c'est le tome 1 qui s'appelle Incubation. Ça rappelle quand même des choses. Là, il y a un gros paquebot. Oui, mais ceci dit, c'est paru récemment, donc il y a le scénariste. Ça se fait pas en ça se fait pas en un mois. Donc c'est l'histoire. C'est un virus qui s'échappe d'un labo, et puis la seule manière d'arrêter la pandémie, l'épidémie, c'est de parquer les gens. Mais quand on va les parquer, ils vont mourir. Donc, c'est comment s'échapper de cette espèce de camp. Vous croyez qu'on a envie de lire ça? Mais ouais, moi je l'ai lu, c'est super sympa parce que vous dites, tout compte fait, on
on continue à être chez soi, on est bien, on va voilà. Et puis ça n'arrivera pas n'importe comment puisque c'était vraiment un livre de science-fiction. Le dessin est absolument très 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 bien. Allez-y, c'est pas pire que les films le livre de Stephen King qui s'appelle Le Fléau. Hein, je vais vous dire. Donc ça c'est une pure merveille. Ouais. Alors vous vous souvenez de Valérie Clos? Elle avait écrit Les Gosses. Les Gosses, qui était absolument génial. Ça existe en poche là aussi. Ouais. C'est dans la collection livres de poche. Elle vient de publier Elle vient de publier un livre qui s'appelle Une vie et des poussières, qui est un livre. Alors vous allez me dire, c'est encore un livre sur la vieillesse, etc. C'est une femme qui s'appelle Mathilde, qui est placée en EHPAD par sa fille, qui est un peu autoritaire, qui a peur qu'il lui arrive quelque chose, et elle veut pas qu'elle reste dans son appartement. Et en fait, c'est écrit sous forme de journal, et c'est incroyable parce que Valérie Clos, elle a une quarantaine d'années, et elle se met à la place de cette femme âgée qui raconte le quotidien, et puis elle a un regard un peu amusé sur les malades d'Alzheimer. Elle dédramatise un petit peu la vieillesse. C'est curieux, c'est tendre. Elle raconte aussi avec beaucoup d'humanité sa vie, ses parents qui sont morts dans les camps, sa vie d'enfant, de femme, son mari. C'est vraiment une réflexion assez amusée et émouvante sur la fin de vie. Alors ne dites pas, oh là là, la fin de vie, j'ai pas envie de lire ça. C'est vraiment un très très joli livre. C'est chez Buchet-Chastel. Ça s'appelle Une vie et des poussières. Ouais, elle est super douée pour utiliser l'humour pour faire passer des choses qui sont vraies. Hein. Ouais. Quand elle avait écrit son bouquin sur les ados, tout le monde s'est retrouvé quand elle explique le frigidaire qu'elle a rempli le matin et qui est vide le soir, et les gosses qui lui disent mais t'as pas rempli le frigidaire. Il y a plein de choses comme ça et c'est des belles réflexions, je trouve. Donc achetez son poche si vous voulez lire l'univers des ados, les gosses, très très drôle. Bien, hein. Et puis Une vie et des poussières, c'est un livre à la fois léger et profond et qui dit un certain nombre de choses sur la vieillesse. Qu'est-ce qu'on lit? Je ne vais pas présenter ça. Non. On avait beaucoup aimé le Bel Ami. Bel Ami, hein, et c'est pas le mot passant, c'est Bel Ami au féminin. Pour moi, Harold Coben, c'est Cobert. Ah oui, Coben, pourquoi c'est vraiment un des plus brillants jeunes écrivains français de cette génération. Alors, il a imaginé la suite de Bel Ami. Sans eux. Alors, Bel Ami, c'est l'arriviste, le carriériste qui sert des femmes. Alors là, il pastiche pas Maupassant, il se caricature pas lui, et c'est un vrai livre d'aventure, et c'est la revanche des femmes. Vous allez voir comment cet homme qui a utilisé les femmes, comment les femmes vont utiliser et se venger. C'est comme la couverture. Je trouve que la couverture est très réussie, et c'est un très joli exercice de style. En plus, ça a un avantage, c'est que vous voulez savoir lire le vrai Bel Ami, et vous verrez que oui, pour voir comment. Moi, je vous conseille un truc. Vous achetez déjà Bel Ami en livre de poche de Maupassant, et après vous lisez Bel Ami parce que c'est effectivement. C'est la suite, mais vraiment. Je suis pas... Parce qu'il se met dans le même univers. Hein, oui, et puis alors là, vous pénétrez dans l'univers des femmes qui voient quand même comment est le mec, comment il les utilise, et vous allez voir qu'il va s'en prendre plein la tête et ça va vous faire du bien. Et puis en plus, c'est une façon de parler de l'histoire des femmes, mais pas comme on fait maintenant où c'est plus possible, quoi. Donc allez-y. Alors vous avez apporté là le Jackie et Lee dont on a parlé la semaine dernière. Allez-y si vous voulez aussi de la détente et en même temps apprendre des choses. Jackie Kennedy et sa sœur Lee Radziwill, cette espèce de relation entre amour et haine, fusion et jalousie. Et moi je peux pas faire autrement que de les aimer quand même, parce qu'elles sont victimes toutes les deux. Elles sont victimes de leur éducation. Elles sont victimes aussi qu'à cette époque, les années 60, les femmes c'était des femmes à marier, que pour eux, elles étaient victimes d'une éducation, c'est-à-dire qu'il fallait avoir de l'argent, qu'il fallait... Voilà, c'est tout un univers, c'est l'autre côté des coulisses, les coulisses de la société américaine de ces années-là. Et puis, moi, je trouve qu'elles ont du courage à leur manière, parce qu'il faut que c'est soit ça, et puis en plus, il ne faut pas oublier, parce qu'on a beaucoup parlé dans ce livre de cette haine-amour, mais il ne faut pas oublier aussi que Jackie Kennedy, à la base aussi, c'est une militante pour le droit des blacks, des noirs, et qu'elle s'est beaucoup battue. On parle beaucoup de Robert Kennedy pour il y avait un documentaire qui est paru il n'y a pas très longtemps où on voyait que ça avait choqué l'Amérique. C'est pendant les funérailles de Kennedy. Ceux qui portaient le cercueil, il y avait 2 ou 3 noirs, ce qui était impensable pour l'époque. C'était un très beau message et ça a beaucoup changé de choses pour la communauté noire. Allez-y, faut pas oublier ça non plus quand vous le lisez. Et puis je voulais vous signaler, moi j'ai reçu Baptiste Giabiconi qui a écrit Karl et moi, biographie, sa vie avec Karl Lagerfeld, relation platonique. Il
il le dit. Le livre est vraiment, vous rentrez dedans, c'est un garçon bien. Moi, je l'ai reçu, il a la tête sur les épaules. Il nous fait rentrer dans l'intimité de Karl Lagerfeld. Moi, j'étais un peu perplexe en disant que c'était quelqu'un d'assez secret, donc de raconter ça, mais il le fait avec beaucoup de pudeur, beaucoup d'élégance, et il montre un Karl Lagerfeld qu'on connaît pas forcément. Et puis surtout, c'est la trajectoire de ce jeune garçon de Marseille qui était ajusteur-fraiseur, ajusteur-tourneur dans une usine, et qui, par cette rencontre, voit sa vie complètement bouleversée, mais qui garde encore une fois la tête sur les épaules. C'est un joli livre. Ça me fait penser à un parallèle avec Radiguet et Jean Cocteau, c'est-à-dire, mais Radiguet était pervers, alors enfin il utilisait Cocteau alors que lui ne l'a pas utilisé, c'était vraiment un échange entre de père-fils quoi, avec alors que, mais il y a de ça, c'est-à-dire que Cocteau a formé Radiguet, il l'a instruit, il l'a cultivé et tout. Ouais. Et je trouve que... Oui, il y a un peu de ça, il y a un petit peu de ça dans leur relation. Et puis il y a surtout l'humour de Karl Lagerfeld que les gens ne connaissent pas forcément. Absolument. Moi, je trouve que c'est... Oui, j'ai raconté que moi, quand je l'ai reçu, interviewé, j'étais tétanisée, terrorisée en me disant il me faisait peur. Et en fait, il était d'une gentillesse incroyable. Il n'étalait pas sa culture par rapport à certains qui n'en ont pas beaucoup. Et puis il raconte des petits détails marrants sur les émissions de télé qu'ils regardaient ensemble, sur ce qui lui a amené justement d'une certaine culture populaire. Donc, Karl et moi, c'est chez Robert Laffont et c'est Baptiste Giabiconi. Voilà, on a fini, on a même débordé. Merci Gérard, à la semaine prochaine.